Tous. Alors, je suis Charles Mott, je suis chargé de mission sur la santé et la recherche à l'UNAPI. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne, donc sur le handicap et le vieillissement, accompagner aussi les parents. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de comparer les difficultés des parents avec celles des personnes directement concernées, mais c'est de prendre le handicap comme une condition sociale qui, en fait, engage en premier lieu, évidemment, la personne porteuse du handicap, mais aussi tout son environnement, notamment familial. Et donc la question du vieillissement, c'est une question qui est pas nouvelle, mais qui aujourd'hui est beaucoup discutée, et notamment qui fera l'objet de notre prochain congrès national à l'UNAPI. Donc c'est un sujet qu'on essaye de porter un petit peu partout dans le réseau et dont je vais vous présenter quelques initiatives. Pour représenter un petit peu l'UNAPI, avec quelques chiffres, mais rapidement, donc on a un réseau national d'environ 330 associations, donc ce qui représente 3000 établissements à peu près, donc 200 000 enfants et adultes, donc personnes accompagnées avec troubles du neurodéveloppement, polyhandicap et handicap psychique, euh, et donc qui couvre une large partie du spectre du handicap, on va dire. Il y a quelques années, enfin en 2023, on a voulu donc connaître un petit peu plus en détail euh, les besoins et les difficultés que- auxquelles faisaient face les parents des personnes en situation de handicap. Donc on a un mouvement parental, donc c'est comme ça on a mené l'enquête. Donc entre janvier et mai 2023, donc on a lancé cette grande enquête. On a eu quasiment 4000 répondants. 80% de femmes, donc 80% de... C'est pas un résultat qui nous a surpris, mais en tout cas, c'est quand même assez significatif, avec un âge moyen de 56 ans. Euh, et donc, plusieurs résultats sont arrivés, euh, plusieurs principaux résultats sont arrivés, qu'on attendait, mais qui nous ont permis d'être vérifiés. Donc, effectivement, l'impact de la situation de handicap sur la vie des proches, donc avec un ressenti, un bien-être bien en dessous de la moyenne nationale. Donc ça, enfin, on a fait des comparaisons avec les chiffres de l'INSEE. Un sentiment d'exclusion de la société, une impossibilité à choisir sa vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est revenu avec force. Euh, un retentissement du handicap sur la vie professionnelle des parents. Euh, donc ça aussi, c'est des études qu'on mène aussi d'ailleurs avec Filière Andira, hein, dans le cadre d'un projet CASEPRA, sur le vécu des professionnels des parents d'enfants en situation de handicap. On a eu malgré tout un résultat important, c'était la fierté des parents au regard du chemin parcouru avec l'enfant. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous a redonné un peu d'enthousiasme malgré tout. Et surtout, un des gros chiffres qu'on supposait, mais en fait on n'attendait pas avec cette importance-là, c'est l'inquiétude face à l'avenir, et notamment après après la mort des parents, l'avenir de l'enfant. Parce qu'on sait, voilà, les parents nous le disaient, hein, donc 91% indiquent que la priorité de leur vie, c'est d'avoir l'assurance d'un accompagnement pour leur enfant. Bon, ça, je pense que c'est pas seulement lié au handicap, hein, je pense que la plupart des parents répondraient ça. Mais vraiment, les 95%, ça nous a marqué. Les 88% qui indiquent être inquiets pour l'avenir de leur enfant et qu'en fait, ils estiment difficile d'imaginer la vie et l'accompagnement de leur enfant dans quelques années, avec des recueils de témoignages qui ont été assez forts, hein. Donc là, je vous en ai mis un petit, mais en fait, des parents qui en venaient à souhaiter en fait, ce que leur enfant mourrait avant eux pour justement ne pas le laisser euh, dans le déni d'accompagnement. Donc, ils appréhendent vraiment euh, ce passage, donc cette transition qui est assez terrifiante. Et donc, c'est vraiment des chiffres qui sont assez difficiles. Euh, face à ces constats, donc, il y a le réseau UNAPI a essayé de se constituer, a essayé de répondre à ces défis. Et donc, je vais vous présenter, donc, je vais représenter l'ADAPI 29 du Finistère, qui n'a pas pu être présente, mais qui a mené un des projets phares dans le réseau, donc, qui s'appelle l'expérimentation après parents, donc qui est issu d'un réponse à un appel à projet de la CNSA, et donc qui vise vraiment à comprendre et à anticiper au plus tôt
le vieillissement à la fois des personnes en situation de handicap, mais aussi de leurs parents. Puisqu'on sait, en fait, à travers l'étude, on a remarqué qu'en fait, le vieillissement et la préoccupation sur le vieillissement commençait quasiment à l'âge de l'enfance, en fait. Donc, dès l'enfance, les parents imaginaient leur propre vieillissement et celui de leur enfant. Euh, Donc, le groupe, enfin le projet Après Parents, donc il est né d'une initiative, encore une fois, de l'ADAPI du Finistère. Donc, il s'est constitué autour de la période Covid, donc autour de 2020, 2021. Il a d'abord consisté en l'organisation de plusieurs groupes de parole, notamment avec les parents, donc pour témoigner des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et des solutions qu'ils envisageaient, ou en tout cas idéalement qu'ils auraient pu vouloir mettre en place. Il y a aussi eu une enquête, donc l'association a reçu une étudiante en sociologie qui a fait une enquête auprès des familles pendant le Covid pour objectiver un peu ses besoins. Et assez rapidement, en fait, elle a pris contact avec un service belge qui s'appelle le service Madras, qui existe depuis une vingtaine d'années en Belgique et qui vise précisément à assurer la continuité d'un accompagnement des personnes en situation de handicap une fois que leur proche sera décédé. Donc là, je vous ai mis un peu les objectifs. Donc c'est vraiment avec la focale sur la qualité de vie. Donc, on sait que c'est un concept important en Belgique, hein. Donc s'assurer que la personne porteuse d'un handicap bénéficie de la meilleure qualité de vie après le décès de ses parents. Euh, D'ailleurs, le décès, on parle du décès, mais c'est aussi le vieillissement des parents, hein, qui eux-mêmes peuvent se retrouver en nécessité d'avoir besoin d'aide. La mise en place donc d'un projet de vie, euh, la mise en pratique d'un projet de vie avec une vigilance active sur l'évolution de la personne tout au long de sa vie. Ensuite, le réseau, donc ça, c'est une notion importante et qui a bien été reprise dans le projet Après Parents. C'est la constitution d'un réseau pluriprofessionnel, pluridisciplinaire autour de la personne en situation de handicap pour assurer une coordination la plus efficiente possible. Ça, c'est le sujet qu'on discute depuis ce matin, et donc voilà, on en rajoute. Et puis, en fait, là, il y a le dernier objectif de Madras, donc c'est en tant que centre de référence, Madras informe, sensibilise et forme le public et les professionnels à cette thématique particulière. Donc, ce qu'a fait l'ADAPI 29, c'est globalement reprendre ce qui fonctionnait en adaptant aux spécificités françaises, à certaines contraintes également. Euh, et donc, l'association a contacté un ensemble d'organismes euh, qui, qui pouvaient être la MDPH, les CLIC, les UDAF, pour essayer de faire, dans un premier temps, faire se rencontrer des professionnels qui deviendraient ensuite donc des référents après parents. C'est-à-dire que chaque organisme partenaire, donc il y en a eu 9, s'engageait à mettre à disposition un professionnel à hauteur de 0,1 ETP pour devenir référent après parents. Donc, dans un premier temps, il y a eu ce réseau-là qui s'est constitué avec des rencontres régulières pour favoriser une interconnaissance des professionnels et voilà, créer du lien qui parfois n'existe pas forcément sur le territoire. Donc, une fois que ce réseau a été constitué, est venue la rencontre avec les parents, avec les familles, pour présenter l'initiative. Donc, dans un premier temps, ça a été vraiment une rencontre sans objectif précis. C'est vraiment établir un lien de confiance, présenter la démarche. Euh, Ça pouvait se faire au sein de l'association, mais parfois pour les familles, c'était plus confortable d'aller chez elles. Donc voilà, il y a eu plein de modalités possibles. Et donc, au départ, c'était vraiment les questions matérielles qui revenaient. Donc, exemplairement, les questions de succession qui posent question, les relations familiales, c'est-à-dire comment après ma mort, qui va s'occuper. Donc, on sait que dans la question des fratries est aussi très importante. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur, un oncle, une tante qui pourra prendre le relais? Et,
Et en fait, au bout de cet entretien, donc un deuxième était programmé quelques semaines plus tard. Et en fait, là, une fois la relation de confiance établie, on en est arrivé à des questions un peu plus intimes, donc touchant bah, toutes les dimensions de la vie, donc l'apprentissage autour des questions de la mort, de la maladie, anticiper tous ces besoins euh, futurs, enfin voilà, euh, auxquels va être confrontée la personne. Et puis, en fait, dans un dernier temps, l'idée, c'était aussi de mettre en lien donc les familles avec les différents professionnels de ce réseau-là pour déjà commencer bah, à anticiper, à se dire quel organisme pourra m'aider sur ce point-là. Donc, il y a eu assez peu actuellement de liens avec le milieu sanitaire. Donc, je pense que c'était aussi bah, une bonne nouvelle, c'est de dire qu'il y a quand même des possibilités, parce que là, on était vraiment beaucoup plus sur des aspects d'ordre de compensation, de transmission, enfin voilà, administratif. Mais je pense qu'il y a un gros travail encore à faire sur le milieu sanitaire. Euh, donc, il y a enfin, pour évaluer ce travail-là, donc il y a une sociologue qui a été aussi missionnée sur la mission, donc Françoise Leborgne, qui est sociologue à l'Université de Brest, et donc qui a suivi le projet dès le début et qui est en train de travailler euh, bah, sur une évaluation à long terme des apports de ce projet. Donc actuellement, il y a 112 familles qui ont sollicité l'expérimentation. Peut-être un peu plus. Il y a le bilan justement aujourd'hui, puisqu'il y a un comité de pilotage qui a lieu, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu être présents. Et donc à ce stade, effectivement, les principales difficultés rencontrées, ça a été le caractère expérimental. Hein. Donc comme beaucoup de projets expérimentaux, c'est un avantage comme un inconvénient, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une forme d'artisanat où on essaye des choses, on voit comment on peut évoluer, on est beaucoup à l'écoute des familles et de leur retour. Euh, mais on n'a pas de process vraiment défini. Donc, c'est un nouveau métier, c'est aussi une acculturation à faire. Euh, donc c'est le fonctionnement en réseau aussi qui pose problème. Hein. On sait que aujourd'hui dans nos structures, malheureusement, on a parfois du mal à se parler entre nous, mais en fait, avec les autres, c'est encore plus compliqué. Il y a les questions de RGPD, donc quelle transmission peut se faire, c'est-à-dire qu'il y a un référent après parent, mais par définition, ça peut rester très longtemps. Et comment se passe le partage d'informations une fois que ce référent s'en va, comment les informations peuvent circuler d'un professionnel à un autre, et quelles informations on a le droit de donner, quelle place aussi pour la personne elle-même, en fait, qui a certes en général une pleine confiance en sa famille, mais comment on articule ses besoins à elle et sa volonté aussi de garder sa vie privée. Enfin, voilà, c'est beaucoup de questions qui se posent actuellement et ça va être bah, l'objet de l'étude des sociologues. Euh, donc les prochaines étapes, donc c'est comme je vous le disais, les résultats de l'évaluation hein, qui devraient parvenir courant de l'année 2025. Euh, mais aussi un guide pratique à l'attention des professionnels et des familles. Euh, donc ça, c'est un guide qui est en cours de rédaction par les professionnels de l'association et qui vise voilà, c'est pas des recommandations de bonne pratique, mais c'est tirer de cette expérience comment accompagner au mieux bah, la personne en situation de handicap dans son après-parent. Il y a des réflexions également la mise en place d'un carnet de liaison qui pourrait, enfin, sur lequel les parents pourraient inscrire leurs besoins, leurs volontés et celles de leur enfant pour l'avenir. Mais encore une fois, ça pose des questions de confidentialité qu'on n'a pas encore tout à fait résolues. Et puis enfin, la suite également, et ça c'est idéalement, c'est la pérennisation, puisque là actuellement, l'association fonctionne sur la réponse à un appel à projet, et donc, par définition, c'est défini dans le temps, et donc là, le financement s'arrête fin 2025. Donc, on a bon espoir qu'avec le développement du service public d'autonomie, justement, soit prise en compte cette question et puisse être intégrée au sein
ce nouveau service public. Oui.